Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi. Un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Étant belge du nord du pays, je tiens déjà à m'excuser d'avance pour les erreurs que je vais faire en français, surtout pour les quelques belgicismes que je risque d'utiliser, notamment 70, ça veut dire 70, et 90, 90. Mais je vais essayer quand même de faire attention. Pendant les 30 minutes de cette session, je vais parcourir avec vous la situation des biosimilaires et la place que ça commence à prendre dans le marché des produits biologiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux quand même d'abord partager avec vous que la taille du marché pharmaceutique mondial dans lequel nous opérons aujourd'hui. Sur une période de 12 mois qui se termine fin septembre 2018, nous voyons que le marché pharmaceutique global des médicaments atteint un chiffre d'affaires de plus ou moins 1100 milliards de dollars, presque 1100 milliards de dollars, 1,1 trillion. Ça a l'air d'être immense. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Et nous voyons que ce marché, sur les 5 dernières années, en moyenne, a évolué et a connu une croissance de 6%. C'est quand même pas mal du tout. Mais comme toujours, quand on parle d'une moyenne, on constate qu'il y a des pays de l'un côté en rouge, et souvent sont des pays, les gros pays européens, qui constatent ou qui montrent une croissance en dessous de cette moyenne. Et c'est que la croissance est surtout réalisée par des développements dans des pays comme les États-Unis, la Chine et le Brésil. Maintenant, pour vous donner une idée de ce que c'est un marché de 1100 milliards de dollars, vous connaissez tous l'avion, le Airbus A380, peut-être vous avez déjà eu l'occasion de voler dedans, mais si vous allez acheter, dépenser ce milliard 100, vous pouvez acheter plus ou moins 2200 de ces avions. Et je suis sûr, si vous en achetez autant, vous pouvez même bien négocier et en acheter 2500 de ces avions. C'est plus ou moins ça ce qu'on peut en faire. Mais également, en même temps, ce marché pharmaceutique mondial serait plus ou moins la 16e économie au niveau mondial. Alors, pas négligeable le marché dans lequel vous opérez. Pour mettre les choses un peu en perspective, le marché algérien fait grosso modo 3,5 milliards de dollars. C'est ça que ça représente là-dedans. Maintenant, parlant de croissance, on constate que la croissance des dernières années a surtout été réalisée par ce que nous on appelle les spécialités. Et les spécialités, notamment les produits biologiques, en font partie. Les spécialités sont les produits injectables la plupart du temps, uniquement sur prescription du médecin spécialiste, souvent administrés dans l'hôpital, des produits qui demandent une manipulation spécifique parce que ça doit être dans du cold chain, dans la chaîne de froid, et tout ce genre d'éléments qui doivent être pris en compte. C'est ça que nous, on entend par spécialité. À côté des spécialités, vous voyez le terme traditionnel. Ce sont plutôt les médicaments normaux que vous connaissez. Mais si vous regardez en haut, dans la zone grise, vous voyez que pour la plupart des pays qui sont là, que la croissance des spécialités est beaucoup plus élevée que la croissance des médicaments traditionnels, qui même parfois montrent une évolution négative. Tant que les spécialités montrent ce qu'on appelle un double-digit growth, une croissance de double-digit. C'est clair que c'est ça qui stimule l'évolution de ce marché mondial. L'autre information que vous voyez sur ce transparent, sur ce slide, regardons d'abord la partie bleue. La partie bleue sont les médicaments traditionnels. Et le bleu foncé, c'est le volume, c'est la partie de ces médicaments plutôt traditionnels qui est distribué dans le domaine de la pharmacie publique. Ce n'est pas étonnant que la plupart des médicaments traditionnels passent d'abord ou plutôt par la pharmacie publique et beaucoup moins par la pharmacie d'hôpital. Ça veut dire que la partie verte sont les spécialités. Et au niveau des spécialités, on voit quand même deux tendances différentes. De l'un côté,
on voit le vert clair, hein, qui est la partie de ces médicaments qui passent par l'hôpital. Et si nous regardons, nous voyons qu'il y a des pays comme la Hongrie, l'Espagne, le Royaume-Uni et à la fin l'Italie et le Danemark, où presque l'ensemble des spécialités est distribué par l'hôpital. Mais de l'autre côté, on constate quand même aussi que ces mêmes médicaments, dans d'autres pays, comme notamment la Lituanie, comme l'Allemagne, comme l'Autriche, sont surtout distribués dans la pharmacie publique. Et pourtant, sont les mêmes médicaments. Ça veut dire que ça ne peut pas être pour une raison de sécurité ou de connaissance qu'un choix a été fait. La plupart du temps, ce sont les autorités qui imposent certains modèles, qui imposent des modèles pour avoir un meilleur contrôle sur la distribution, l'utilisation de ces médicaments, pour optimaliser leur potentiel de négociation avec les fabricants et avec les distributeurs, pour mieux contrôler les dépenses qui sont générées par ce type de médicaments. Ça, c'est un élément qui est à la base et qui dépend vraiment du choix qui est fait par les autorités. Maintenant, passons au biologique. On voit que sur le graphe de gauche, on voit que plus ou moins un quart du marché mondial, qui représente presque 300 milliards de dollars, est réalisé par des produits biologiques, des produits de biotechnologie. Surtout avec un gros volume de vente dans le bleu clair qui est réalisé aux États-Unis. Les États-Unis qui sont en général déjà le pays qui est le plus gros contribueur, qui est le plus gros consommateur des médicaments. Ça, c'est d'un. Maintenant, si on voit sur le graphe de droite, l'utilisation, je ne peux pas trop bouger. Quand on voit sur le graphe de droite l'utilisation des biosimilaires, on voit quand même que les biosimilaires sont encore tout à fait au début de leur carrière. Les biosimilaires aujourd'hui ne représentent que 1,7% des biologiques dans le monde entier, représentent quand même déjà 5% des biologiques en Europe. Et on voit sur ce graphe également que le bleu clair qui sont les États-Unis ne représentent pas du tout, n'ont pas le même impact, ne représentent pas la même taille qu'on voit sur les produits biologiques. C'est surtout l'Europe où beaucoup de produits biologiques ont déjà perdu leur brevet et où des biosimilaires ont été mis sur le marché, ont été lancés. Et quand on regarde le développement et les produits biologiques les plus importants, ici vous voyez le top 10, vous voyez qu'effectivement il y en a déjà une série qui ont perdu leur brevet en Europe, pas encore aux États-Unis où de nouveau le bleu clair représente la plus grande partie du chiffre d'affaires de ces produits-là. Et le premier produit-là, l'Humira, a perdu au mois d'octobre l'année passée, ils ont perdu leur brevet en Europe. Et immédiatement, le lendemain, il y avait deux sociétés qu'on n'attend peut-être pas directement dans ce domaine, qui étaient Novartis et Amgen, qui étaient là avec une alternative qui mettait sur le marché leurs biosimilaires. Et c'est ça qu'on voit également dans ce domaine de biosimilaires. Si vous regardez là sur la droite, que dans les sociétés de développement qui investissent dans les biosimilaires, qu'il n'y en a que quelques-uns là-dedans qu'on a l'air de connaître. Ceux-là en bleu clair, c'est Amgen, un Sandoz, un Pfizer, qui investissent dans les biosimilaires. Toutes les autres sociétés sont la plupart du temps, et je pense pour la plupart de nous, sont des sociétés inconnues qui viennent d'Inde, qui viennent de la Corée, qui viennent de la Chine, mais des nouvelles sociétés qui investissent énormément dans ces produits-là. Et on le voit aussi sur le graphe de gauche que pour les produits majeurs, les produits principaux, il y a 30 à 40 différentes alternatives, différents biosimilaires qui sont en développement. Et quelque part, tôt ou tard, ces produits vont venir sur le marché, vont créer une concurrence immense. Je pense que je pouvais vous imaginer
quel serait le résultat, quelle serait la conséquence de cette concurrence. Mais on revient là-dessus dans un instant. On a vu le top 10 des produits biologiques pour lesquels il y a des développements, il y a des alternatives, il y a des biosimilaires qui se développent, parfois aussi pour des petites molécules. Une petite molécule comme celle-ci, on a vu depuis l'année passée qu'il y a 6 sociétés différentes qui investissent dans un biosimilaire. Pourtant, le produit ne fait pas plus que 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Et c'est clair que l'investissement que ça demande, qu'à terme, ils ne vont pas tous pouvoir venir sur le marché. C'est clair que ça ne va pas être rentable pour tout le monde, qu'il y a beaucoup d'investissements aussi aujourd'hui qui se font, qui à terme ne vont pas être rentables. Ça fait que, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce marché des biosimilaires? Une réduction de prix de ce type de médicaments, de tous les médicaments biologiques, à travers la concurrence, on vient de le dire. Comme toujours, on l'a vu dans le temps également avec les génériques, le fait qu'il y ait une diminution de prix permet que l'accès à ce médicament, que l'accès à ce type de traitement va augmenter et qu'on va pouvoir soigner beaucoup plus de patients. Et je suis sûr que c'est ça que beaucoup de pays attendent quand même pour mettre le pas en avant vers le domaine vers l'enregistrement des produits biologiques. Et finalement, et c'est ça que recherchent aussi beaucoup de sociétés pharmaceutiques qui investissent dans la recherche, c'est que les économies qui sont réalisées peuvent être réutilisées pour soutenir le lancement des nouvelles molécules, pour amener des nouvelles molécules sur le marché. C'est ça qu'on attend du marché des biosimilaires. Maintenant, on voit une promesse. Est-ce que la promesse se réalise aussi? Quand on regarde la situation en Europe, vous voyez que les biosimilaires qui sont approuvés par l'EMA, l'European Medicines Agency, qu'est-ce qu'ils disent? Que les biosimilaires sont aussi sûrs et efficaces que les produits biologiques. Pour autant qu'ils ont passé tous les tests d'une manière positive. Très bien, on constate ça. En même temps, ils disent qu'en tant qu'Union européenne, ils ne prennent pas de position sur l'interchangeabilité. Ça, c'est quelque chose qui laisse à chacun des pays membres à décider comment est-ce qu'ils veulent gérer leur distribution de ce type de médicaments, comment est-ce qu'ils veulent contrôler leurs dépenses, comment est-ce qu'ils veulent contrôler la qualité et le security et le safety. Et on va voir qu'il y a 2 tendances qui se développent et qui sont présentes dans le marché aujourd'hui. Sur la droite, on a ce que l'on vient d'appeler le changement, on peut l'appeler aussi le switch en anglais. C'est plutôt où c'est le médecin qui prend la décision. C'est le médecin qui décide de remplacer l'original par le produit biosimilaire. Mais de l'autre côté, on voit des pays qui commencent à s'orienter un peu plus vers la substitution et donner plus de pouvoir, plus de droits aux pharmaciens et dire tiens, monsieur le pharmacien, madame la pharmacienne, en fonction de la situation, parfois avec, sans avis, etc. Mais vous pouvez déjà, dans certaines situations, prendre la décision de substituer l'original par un biosimilaire. Et on va voir quelques exemples à ce niveau-là. On a la France et l'Italie où c'est autorisé suite à l'avis d'un médecin. C'est la situation actuelle. La France s'oriente même de donner plus de pouvoir aux pharmaciens, mais en pratique, ce n'est pas encore tout à fait comme ça. Il faut quand même encore avoir l'avis du médecin. L'Allemagne, tout au-dessus, il y a quand même déjà 4 principes actifs pour lesquels une substitution peut être possible dans certains cas, avec certaines règles. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Et alors, on voit les Pays-Bas et le Danemark en bas, où la substitution est autorisée. Aux Pays-Bas, pour des patients naïfs, pour des nouveaux patients qui commencent un traitement, le patient peut immédiatement décider « je vais vous mettre sur le biosimilaire parce que c'est moins cher ». Au Danemark, il y a toute une liste de produits pour lesquels c'est autorisé, avec en plus la recommandation aux pharmaciens
qu'il doit quand même veiller à soumettre le produit le moins cher, parce qu'on commence déjà à avoir différentes alternatives. La Norvège se situe un peu entre les deux. Ils ne sont pas encore clairs ce qu'ils veulent faire. Mais c'est un des seuls pays dans lequel une étude a vraiment été réalisée, qui s'appelle la fameuse étude NorSwitch, Norwegian Switch Study, sur l'infliximab. Et cette étude sur l'infliximab était qu'ils ont pris tout un panier de patients qui étaient sur l'infliximab original. Ils ont fait une étude double aveugle et la moitié de ces patients, ils ont donné un biosimilaire. Ils les ont suivis pendant 1 an. Après cette période d'1 an, ils n'ont pas vu de différence entre les patients qui étaient dans l'un groupe ou dans l'autre. Il n'y avait pas eu plus de décès dans l'un que dans l'autre. Les gens n'étaient pas devenus nettement meilleurs dans l'un que dans l'autre. Ça veut dire que c'est une des seules études qui existent aujourd'hui avec un vrai résultat, un vrai outcome qui va probablement être fortement utilisé, surtout dans les pays nordiques, mais aussi dans d'autres pays comme référence pour faire évoluer et approuver une substitution au niveau des biosimilaires. De même que qu'est-ce qui est possible, comment est-ce qu'on peut les distribuer, comment est-ce qu'on peut les utiliser, c'est aussi l'élément de l'achat des médicaments, de ce type de médicaments qui est important. Et là aussi, on voit différentes tendances. Quand on voit les Pays-Bas et l'Espagne, eux, ils donnent le pouvoir aux hôpitaux. Et ce sont les hôpitaux qui vont faire des appels d'offres. C'est eux qui vont directement acheter pour leur hôpital ou en accord avec d'autres pour un groupement des hôpitaux. C'est eux qui vont faire le choix. C'est eux qui vont décider sur le biosimilaire qu'ils veulent utiliser. Tant qu'on voit l'Italie, c'est plutôt les autorités régionales qui contrôlent tout et qui font des appels d'offres. Tant qu'en Norvège et le Danemark, clairement, ce sont les autorités qui ont une entité, un département à part et unique qui fait les appels d'offres, qui également établit les règles du jeu selon lesquelles les biosimilaires peuvent être utilisés. Une petite parenthèse dans ce contexte, parce que ce n'est pas parce que c'est une autorité qui fait l'achat que c'est aussi l'autorité qui fait la distribution de ces médicaments. Comme ils font des appels d'offres pour l'achat de leurs médicaments, tous les médicaments dont ils ont besoin dans les hôpitaux et ainsi aussi les produits biologiques et les produits les biosimilaires. Ils font également des appels d'offres vers des grossistes en disant qui de vous va, pendant les années à venir, distribuer ce type de médicaments vers les hôpitaux. Ce n'est pas eux-mêmes qui le font, ils le donnent également aux spécialistes du secteur. Une petite parenthèse. Maintenant, quel est l'impact de tout ça? Et je pense ce slide, c'est un slide extrêmement important. Pour différentes catégories de médicaments, on voit dans la partie bleue la diminution de coût par journée de traitement qui a été réalisée. Et on voit que pour les catégories de l'érythropoïétine, le GCF, les hormones de croissance, les anti-TNF, que la diminution de coût a été importante. De l'autre côté, l'orange montre l'augmentation qui a été réalisée en nombre de jours de traitement pour lesquels les produits ont été utilisés. Ça montre immédiatement la relation entre les deux, entre la diminution du coût par journée de traitement et le fait qu'en une fois, immédiatement, beaucoup plus de patients peuvent avoir accès à ce type de médicaments et on voit une augmentation en termes de nombre de jours de traitement. On voit pour les catégories plus à droite, notamment aussi pour les insulines, que l'effet est beaucoup moindre parce qu'aussi il y a déjà une forte concurrence dans le domaine, les prix sont déjà pas tellement élevés et il y a aussi moins de nouveaux développements dans notamment la catégorie des insulines parce que c'est un marché plutôt un marché orienté vers le pharmacien, le médecin généraliste. Ça veut dire que les coûts de marketing, les coûts de commercialisation sont beaucoup plus élevés que si on peut s'adresser à quelques centaines de spécialistes pour des produits qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus chers
que ce type de médicament. Ça explique cette dynamique qu'on voit au niveau et cette différence dans ces différentes classes thérapeutiques. Mais je pense que ça, c'est une observation extrêmement forte qu'il faut prendre avec dans les discussions par la suite également. Et est-ce que ça veut dire maintenant, parce qu'on a vu qu'il y a quelques pays qui sont plus avancés dans l'utilisation de biosimilaires que d'autres, que toutes les molécules sont utilisées au même niveau? Pas du tout, pas du tout. Regardons surtout dans la première colonne pour l'infliximab, les pays en vert foncé, qui est la Norvège, la Pologne et le Danemark, on voit qu'ils ont adopté le biosimilaire à 100% pour l'utilisation d'infliximab. Mais de l'un côté, on voit d'une manière horizontale que ces pays n'ont pas fait la même chose pour d'autres molécules, que d'autres molécules n'ont pas. Pour d'autres molécules, on ne voit pas une pénétration jusqu'à 100% pour les biosimilaires. Et on voit également que dans la colonne verticale pour l'infliximab, et on compare tous les pays où les produits biologiques existent et où les biosimilaires existent, que la pénétration est déjà arrivée à un même niveau. Il y a des fortes différences là-dedans en fonction des décisions que les autorités prennent en fonction de la manière dont ils approchent la problématique des biosimilaires. On va passer maintenant à quelques exemples concrets. Deux éléments à tenir en compte, on est 3 ou 4 comme ça. C'est de l'un côté que l'échelle que vous voyez à gauche, elle n'est pas identique pour chaque slide, hein, faites attention à ça. Et également, la période de temps qu'on considère n'est pas identique. Ici, nous observons que déjà relativement vite, dans 4 pays, pour l'infliximab, le niveau d'utilisation de biosimilaires a atteint les 100%. La Norvège, la Pologne, la Finlande, le Danemark, parce qu'ils ont adopté très vite ces produits. Vous allez dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en Finlande? Parce que là, en une fois, on revoit une chute, c'est le jeu de la concurrence. C'est l'original qui est revenu dans le marché et qui a, au prochain appel d'offres, qui a vraiment fait chuter son prix. Et finalement, il a gagné certains appels d'offres, il a repris un certain volume du marché, mais à un moindre coût. Ça veut dire que ce n'est plus le biosimilaire qui est utilisé, c'est de nouveau l'original, mais quand même, le système de soins de santé en bénéficie et peut soigner plus de patients à un moindre coût. Et pour vous donner de nouveau un exemple qui montre bien cette dynamique, là où au début, en 2012, il y avait encore uniquement le Remicade qui était sur le marché et il y avait 19 millions de jours de traitement au niveau mondial. Mais ce volume d'utilisation a évolué avec l'arrivée des biosimilaires à un volume de 34 millions de journées de traitement. Ça veut dire le Remicade, finalement, en jours de traitement, ils n'ont pas perdu tellement parce que là, c'était 19. Si on prend 42% de 34 millions, c'est toujours 14,5. Hein. C'est une petite perte en termes de volume d'utilisation. C'est une perte, évidemment, beaucoup plus importante en valeur, en chiffre d'affaires, qui a été récupéré par les biosimilaires. Et c'est également ce switch-là qui a causé cette évolution. Un autre produit, c'est l'étanercept, c'est l'Enbrel, où on voit également qu'il y a notamment 2 pays qui ont fait très bien. C'est de nouveau la Danemark, c'est la Norvège. Dans les pays nordiques, ils vont très vite avec leurs appels d'offres, hein, qui a atteint des niveaux de 70-80% de pénétration de biosimilaires. Et on voit aussi que sur chaque graphe, vous allez voir, c'est chaque fois la ligne rouge, que le Royaume-Uni, ils prennent un peu plus de temps, ils vont plus par palier, mais quand même, ils progressent très bien et les biosimilaires font leur entrée sur le marché. De même que pour ici le rituximab, finalement, quand on voit l'échelle, hein, c'est aussi le même type de graphique, mais finalement, ce n'est qu'une période de 12 mois. Comparé au premier graphe où c'était une période de 48 mois, ici ce n'est que 12 mois, on voit déjà tout de suite que c'est de nouveau Norvège et le Royaume-Uni qui là prennent une place plus importante. Et pour terminer, ici vous voyez un exemple sur l'insuline, vous voyez que dans la plupart des pays en Europe,
les biosimilaires de l'insuline n'ont pas atteint ce haut niveau de pénétration. Ça se limite à plutôt 25-30% en Pologne et en Slovaquie, et ça reste à ce niveau-là pour les raisons déjà développées et évoquées tout à l'heure. Pour vous montrer l'effet des prix et la dynamique qui est derrière, j'ai ici quelques exemples. J'arrive pas à pointer jusque-là, mais quelques éléments, je vais essayer de vous l'expliquer. Si on regarde d'abord la Suède, le produit de référence, ça veut dire que c'était le premier produit d'un certain type de molécule dans un certain domaine, le premier biologique qui a été lancé. Ensuite, il y en a d'autres qui sont venus, des concurrents qui sont venus sur le marché, qui se sont alignés sur le prix du premier, plus ou moins le même prix. Et ensuite, on a vu le biosimilaire qui est venu, la zone grise, c'est le prix officiel, mais le prix officiel, le prix net qui a été appliqué, c'est la partie bleue. Vous voyez, le biosimilaire est venu sur le marché et a immédiatement appliqué même une ristourne très forte, ce qui fait que le produit de la deuxième génération qui est venu sur le marché ne s'est plus aligné sur le prix de son concurrent principal, c'est-à-dire les premiers produits de première génération. Il s'est tout de suite aligné sur le prix des biosimilaires. Et on voit l'effet encore plus fort en Allemagne, où même les produits de référence ont tout de suite adapté leur prix. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit des fortes différences entre le prix tarif qu'on voit quelque part pour un produit et de l'autre côté, le prix net qui est appliqué, le prix net qui est négocié avec les autorités. D'ailleurs, en Allemagne, vous voyez que pour les originaux, tout d'abord, le bleu foncé, c'est le volume qui est vendu avec accord de ristourne avec les assurances, et le bleu clair, c'est le volume qui est vendu sans accord de ristourne. Ça montre clairement qu'il faut faire ce genre d'accord, qu'il faut appliquer des ristournes pour finalement atteindre un certain part de marché. Pour les biosimilaires qui n'ont pas été, qui n'avaient pas autant de succès, bien on voit aussi maintenant que ça commence à démarrer plus parce qu'ils font beaucoup plus d'accords avec les assurances, des accords de ristourne, ce qui fait qu'ils peuvent vendre des volumes plus développés. Et encore un exemple à ce niveau-là, parce que je trouve quand même que l'impact sur le prix, l'impact sur la valeur est énorme. Ici, une observation pour l'Humira. Vous voyez que, et ceci ne sont pas des chiffres officiels, parce que c'est très difficile d'avoir de l'information à ce niveau-là. C'est beaucoup sur base des contacts que nous avons à différents interlocuteurs et des gens avec lesquels on parle. Mais on voit que les rabais, les ristournes qui sont appliqués pour ce type de produit varient entre 56% au Royaume-Uni jusqu'à même 86% au Danemark. Ça montre que l'impact que ça a sur un flacon est énorme, l'impact que ça a sur un coût de traitement pour un mois n'est pas négligeable. Ça a permis au NHS au Royaume-Uni d'épargner 300 millions de livres dans l'utilisation du Humira en utilisant des biosimilaires ou en négociant des prix basses. Et ce n'est pas toujours un autre exemple, ce n'est pas toujours le produit qui a le prix le moins bas qui a atteint le plus grand part de marché. On voit ça ici en vert. Il y a certains produits dans le cercle vert, il y a certains produits qui diminuent fortement leur prix, mais quand même n'arrivent pas à pénétrer le marché, tant que d'autres qui le font même, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui jouent un rôle. Quelle est la remise qu'on donne aux autorités? Est-ce que les médecins acceptent cette molécule ou pas? Est-ce qu'ils acceptent le biosimilaire? Quelles sont les directives qui sont données par les autorités? Quelles sont les directives qui sont données par des départements d'achat sur quel est le médicament qui doit être utilisé? Mais sur base d'une enquête que nous avons menée dans les 5 pays majeurs en Europe, nous constatons quand même différentes choses. Un, il y a un changement d'influence de différents parties prenantes, où avant c'était
que le médecin qui pouvait décider. On voit qu'il y a une évolution et que dans différents cas, ça commence à être le cas que le pharmacien peut décider sur l'utilisation de biosimilaires, que les critères de décision commencent doucement à changer. C'est parce qu'il y a aussi des formules, des formes qui sont plutôt des formes orales qui sont lancées, et ça fait que les médecins passent plus facilement à la prescription de biosimilaires, mais ça reste quand même le coût qui est un élément majeur. Et en général, on constate quand même que les biosimilaires sont beaucoup plus acceptés. Tout le monde est d'accord que dans le domaine de l'oncologie, on peut traiter la plupart des patients avec des produits biosimilaires, et automatiquement, il y a une tendance à également utiliser les biosimilaires dans d'autres indications. Pour ce qui concerne le Moyen-Orient et l'Afrique, un petit résumé, on constate que des directives sont disponibles dans une série de pays, mais pas encore vraiment disponibles partout, qui a déjà des expériences avec les biosimilaires, mais que parfois ça prend quand même encore pas mal de temps avant que les produits sont disponibles et peuvent être mis sur le marché, ce qui a automatiquement une influence sur l'attractivité de ces pays pour les biosimilaires. Néanmoins, nous avons groupé une série de pays dans différentes catégories. L'Algérie fait quand même aussi partie des pays au niveau 1, parce qu'on dit, tiens, ces pays, ils ont des directives disponibles ou en cours qui doivent permettre d'approuver les biosimilaires, de 1. De 2, on estime aussi dans ces pays-là, il y a une infrastructure qui est disponible, qui doit permettre aux fabricants de développer et de lancer des biosimilaires de l'une ou l'autre manière. Pour terminer, où est-ce que nous voyons le marché des biosimilaires dans 2028, d'ici 10 ans? Il y aura moins de discussions sur la sécurité d'utilisation de biosimilaires, il y aura moins de discussions sur le changement et sur la substitution. Ça va se faire beaucoup plus facilement. Effectivement, on va continuer à avoir la diminution des prix, et la baisse des prix va faire que beaucoup plus de patients peuvent bénéficier de ce type de traitement et qu'il y aura un plus grand volume utilisé, même si on verra toujours des différences entre différents catégories, types de médicaments et différents pays, que les réductions vont augmenter, vont continuer à exister, augmenter même jusqu'à un niveau de 80%. Et finalement, le modèle économique, le modèle de société qui existera, ça fait que ce sera un modèle à faible coût, qui fait que l'échelle sera cruciale. Il faut arriver à en vendre beaucoup, à en produire beaucoup, et également le modèle d'approvisionnement, le modèle de distribution de type de médicaments devra être un modèle très efficace, parce qu'à ce coût-là, sinon, il n'y a plus de rentabilité. Je souhaite beaucoup d'inspiration et créativité à tous les acteurs dans le secteur pour assurer qu'ils prennent le bon choix. Beaucoup de succès. Merci. Merci.